Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième atelier du mois du mentorat organisé par le collectif Mentorat. Et comme vous le savez, chaque année, le mois de janvier, c'est l'occasion de célébrer le mentorat et l'engagement de tous ceux qui le font vivre. Pour cette quatrième édition du mois du mentorat, le collectif vous propose une programmation très variée avec des rencontres en présentiel et en distanciel qui réunissent des associations, des entreprises, des partenaires, des mentors, des pouvoirs publics et privés et pour mettre justement en lumière les pouvoirs transformateurs du mentorat. C'est le sujet de cette année. Et d'ailleurs, au programme aussi cette semaine, on vous invite au CESE, au Palais de Iéna, pour une soirée autour des pouvoirs du mentorat. Donc, on va vous mettre le lien en description, en description, oui, dans le chat pour vous inscrire. Donc moi, je me présente, je suis Fiona Solaire, je suis consultante spécialisée sur des questions de mentorat social et d'impact. Et j'ai le plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui accompagné de Fania. On vous propose d'échanger sur un sujet qui nous a paru, et je pense que vous êtes d'accord, essentiel, les alliances en faveur du mentorat et plus particulièrement les alliances avec nos chers prescripteurs et prescriptrices. Les prescripteurs qui soient issus des écoles, des services sociaux, des structures d'insertion professionnelle jouent un rôle central dans l'orientation des jeunes vers le mentorat. Sans prescripteurs, il n'y a pas de jeunes, donc pas de mentorat. Donc le fait d'être de ces prescripteurs et prescriptrices, être directement en contact avec nos jeunes, ça fait qu'ils connaissent leurs besoins, les aspirations, ce qui permet aussi de faciliter et de rendre les identifications et les repérages, les orientations plus pertinentes vers nos dispositifs. Donc, on va aborder justement ce sujet, ce rôle clé, les dynamiques partenariales que l'on peut développer et ainsi que les enjeux et les opportunités qu'ils représentent pour nos associations. Et pour ce faire, j'ai trois intervenantes avec moi. Donc, Angelina Cucchetto, chargée de développement local à la FEV Metz. Manon Amram, chargée de programme mentorat à La Cravate Solidaire, qui est accompagnée de Jean-Vladimir Potier, conseiller CEG France Travail, donc un de ses partenaires. Donc, je vous propose de démarrer maintenant qu'on est les quatre. Je me tourne d'abord vers toi, Angelina, et après vers toi, Manon. Angelina, donc tu es chargée de développement local à la FEV Metz. Dis-nous quelles sont les singularités de ton programme de mentorat à la FEV et qui sont justement tes prescripteurs. Merci Fiona, bonjour tout le monde. Les singularités du mentorat à la FEV-MES, nous on propose des accompagnements d'1 à 2 heures par semaine pour des jeunes des quartiers populaires et de l'aide sociale à l'enfance par des étudiants et étudiantes ou des jeunes en tout cas qui seraient disponibles pour les accompagner afin de réaliser des activités, des sorties, un petit peu d'aide aux devoirs si besoin. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est assez vaste, qui va dépendre des besoins de l'enfant et de ce que le ou la bénévole pourra lui apporter. Pour ce qui est de nos prescripteurs et prescriptrices, nous avons en grande majorité tout ce qui est établissement scolaire. Donc voilà, les CPE, les professeurs directement, les directeurs, directrices d'école, ça va dépendre des structures. Ce sont des écoles qui sont dans des quartiers populaires, qui peuvent être en REP ou en REP+, ou ne pas l'être. C'est pas nécessaire, mais en tout cas, il est important que ce soit des écoles en quartier populaire. Et en parallèle à ça, nous avons tous les acteurs et actrices du domaine social. Donc voilà, on travaille en partenariat avec l'aide sociale à l'enfance. Et de cette manière, nous avons des assistantes sociales, des éducateurs, éducatrices, des CESF qui peuvent nous orienter des jeunes, mais également d'autres éducateurs, éducatrices travaillant au sein du PRE, Programme de réussite éducative, ou encore du DRE, Dispositif de réussite éducative. Merci. Donc, surtout dans le scolaire, établissement scolaire, et donc jusqu'à bac, non? Jusqu'au bac. Mhm. Comment est-ce que justement, il y a une grande diversité de prescripteurs, même si vous êtes sur un domaine assez spécifique, un terrain assez spécifique, mais très vaste, Mhm. comment est-ce que vous identifiez vos prescripteurs et justement, comment est-ce que vous choisissez vos Mhm. partenariats localement, nationalement? Dis-nous un peu plus comment ça se structure tout ça. Bien sûr. Alors, au niveau national, on a un agrément de l'éducation nationale pour intervenir dans les écoles et accompagner les enfants. On est une association
reconnus comme complémentaires de l'enseignement public. Il y a donc un engagement du ministère de l'Éducation nationale à faire redescendre l'information au rectorat et à l'académie, afin que les écoles que l'on va solliciter nous répondent favorablement lorsqu'on les contacte pour leur proposer le mentorat. Donc, dans le cadre du plan mentorat, on a pu débuter un partenariat avec de nouvelles écoles. On a pu massifier dans d'autres. Donc, on a des écoles qui nous orientent la totalité de leurs jeunes. Et on a également pu répondre positivement aux sollicitations d'associations comme l'AIEM, donc l'Association d'information et d'entraide mosellane, afin de pouvoir accompagner certains et certaines de leurs jeunes. Super. Et comment, donc localement, avec cette diversité, comment est-ce que toi, tu réussis à décoder tout ça? Je sais que, par exemple, tu parlais du PRE. Le PRE, il y a une particularité, c'est un partenaire financeur. On en parlera plus tard sur justement ces partenariats-là, mais comment est-ce que toi, tu arrives à décrypter un peu tout ça dans ton quotidien? Décrypter, c'est-à-dire? Ben, comment est-ce que tu réussis à travailler avec cette diversité d'acteurs? Est-ce qu'il y a une façon de faire, une priorisation dans tes partenariats? Ok. Alors, moi, de mon côté, je vais segmenter les partenariats par rapport déjà à leur localisation. C'est-à-dire que j'ai plusieurs établissements scolaires qui vont m'orienter dans la ville de Wapi, plusieurs sur le quartier de Borny, etc., etc. Donc déjà, ça me permet de localiser. Et d'une autre façon, il y a aussi le fait que les financements soient les partenariats soient financés directement ou non. Et donc, effectivement, ensuite, les techniques vont être différentes. De la même manière que je ne vais pas travailler pareil avec une directrice qui m'oriente 5 enfants et une directrice d'une école dans laquelle on va massifier le mentorat. Et donc, j'aurai la totalité des enfants. Donc là, par exemple, on a une école qui nous a orienté 90 enfants. L'accompagnement n'est pas pareil qu'avec un ou une partenaire qui va nous en orienter une dizaine. On adapte aussi dans quelle mesure on peut du coup faire du qualitatif tout en faisant du quantitatif. Donc c'est toute une gymnastique qui est à adapter en fonction du partenariat. Merci, on en parlera. Et juste pour savoir, vous accompagnez combien de jeunes à la FEVMES? Alors, on a eu plus de 360 jeunes qui nous ont été orientés. Donc je dis plus de, hein, parce que c'est vraiment une fourchette. On a aussi des jeunes d'aide sociale à l'enfance, etc. Et là, à l'heure actuelle, nous avons 290 enfants qui sont ou qui ont été accompagnés pour cette année. Donc, nous sommes encore à la recherche d'une dizaine de bénévoles qui pourront accompagner les 10 jeunes pour qu'il nous reste des places. Super, merci. Vos belles. Et tu es toute seule pour faire tout ça? Non, non, heureusement. Heureusement Il y a pour combien de moi, salariés qui s'occupent du mentorat? pardon? Il y a combien de salariés qui s'occupent du mentorat? Nous sommes 3. Nous sommes 3 salariés à nous occuper du mentorat. J'ai mon collègue qui se charge plus particulièrement de l'enseignement supérieur, donc du lien avec nos autres partenaires que sont les universités, là où l'on va retrouver la plupart de nos bénévoles. J'ai ma collègue Amélie qui est chargée plus particulièrement du partenariat avec l'aide sociale à l'enfance, qui a toutes ses spécificités aussi. Et en ce qui me concerne, je suis en lien du coup avec le PRE, le DRE et les écoles, que ce soit école maternelle, collège, etc. Super, bah, beau ratio, 3 pour presque 300 enfants. Merci Angelina, on reviendra vers toi plus tard. Manon, je me tourne vers toi virtuellement. Quelles sont justement les spécificités de ton programme auprès de la cravate solidaire et comment est-ce que vous identifiez les prescripteurs qui sont, je le pense, différents que ceux d'Angelina? Effectivement, on est sur un accompagnement qui est très différent de celui de la FEV. Nous, à la Créate Solidaire, on a un mentorat qui est destiné aux personnes qui sont en recherche d'emploi et qui agit vraiment en bout de chaîne d'insertion professionnelle pour pouvoir propulser en fait les personnes qui sont en recherche dans le monde professionnel. Donc, leur transmettre à la fois les codes de la recherche d'emploi, mais aussi les codes du monde de l'entreprise, avec du coup des mentors qui sont tous des recruteurs en activité ou bien retraités, donc des RH, des managers, des auto-entrepreneurs, des coachs. Donc on a une grosse majorité de mentors qui sont actuellement en activité et un petit volume aussi de retraités
plutôt jeunes retraités. Et l'objectif, c'est de pouvoir transmettre vraiment leurs connaissances en tant que recruteurs, leur expertise pour augmenter les chances de réussite en fait des demandeurs d'emploi, ou bien aussi des jeunes qui sont en sortie d'études ou en recherche d'alternance. Hmm. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on agit au plus près pour pouvoir transmettre toutes les bonnes pratiques. C'est un accompagnement qui est complémentaire avec les autres actions de l'association, puisque notre cœur d'action à la Crade Solidaire, c'est pas du tout le mentorat. Initialement, c'est l'atelier coup de pouce où les personnes viennent en une fois bénéficier d'un entraînement à l'entretien, donc avec une partie tenue professionnelle. Donc, on offre des vêtements pour des tenues bien professionnelles pour passer les entretiens qu'on collecte au préalable auprès d'entreprises et de particuliers. Ensuite, on va avoir une simulation d'entretien et enfin, on propose aussi de réaliser une photo professionnelle à mettre sur le CV ou le profil LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment notre cœur d'action. On accompagne plus de 12 000 personnes chaque année sur ce projet-là. Et en fait, en 2019, on s'est assez rapidement rendu compte que on venait répondre à un réel besoin, mais qu'il y avait certaines personnes qui venaient à nous qui avaient besoin d'avoir un accompagnement un peu plus individualisé. Hmm. Et comme on travaille déjà avec beaucoup de structures de l'insertion socio-professionnelle, on sait qu'on a des partenaires qui sont en capacité d'accompagner sur mesure, on va dire, les demandeurs d'emploi, mais on en a aussi d'autres qui n'ont pas cette possibilité-là, qui n'ont pas le temps et les ressources suffisantes. Et donc, c'est pour ces partenaires-là en priorité qu'on s'est lancé sur ce projet de mentorat. Donc ça, c'était donc courant 2019-2020. Hmm. Progressivement, on a élargi au fur et à mesure du coup les structures avec lesquelles on travaille sur le mentorat pour pouvoir aussi le proposer comme une porte d'entrée vers les autres actions de l'association, là où à la base c'était dans un second temps à la suite d'un passage en atelier. Et donc, du coup, on a commencé à identifier un petit peu le type de structure pour lesquelles ça pourrait apporter une plus-value de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Voilà, l'idée, c'était pas de rajouter un accompagnement supplémentaire avec les structures avec lesquelles on travaillait déjà et qui pouvaient assumer ces besoins-là, mais vraiment d'être en complément pour les structures qui n'étaient pas en capacité de le faire. Donc, on a déjà prospecté en interne, du coup, auprès des partenaires avec lesquels on travaillait déjà, pour pouvoir aussi éviter les frustrations, ne pas empiéter sur le champ d'action de nos partenaires qui proposeraient même parfois déjà des programmes de mentorat, donc pour voir un peu les évincer déjà de ce type d'orientation et cibler vraiment ceux pour lesquels il y a un besoin. Et puis progressivement, on a ensuite élargi la prospection à de nouveaux partenaires. Donc des structures de l'insertion professionnelle, des SIAE, donc structures de l'insertion par l'activité économique. Ça peut être aussi, et de plus en plus, on est allé aussi démarcher des travailleurs sociaux, Hmm. notamment dans des pensions de famille, des foyers de jeunes travailleurs, où il peut avoir ce besoin aussi d'avoir un accompagnement sur le projet professionnel, mais malheureusement, les travailleurs sociaux sont absolument pas en capacité d'assurer cet accompagnement-là en plus. Et donc, du coup, c'est aussi vers ce type d'acteurs qu'on a pu se diriger, ce qui nous permettait finalement d'ouvrir aussi le type de structure qui pouvait orienter sur les actions de la Crade Solidaire à d'autres partenaires qui n'auraient pas pu orienter en direct sur les ateliers coup de pouce, puisque ça intervenait finalement trop tôt dans Hmm. l'accompagnement de leurs bénéficiaires. Hmm. Et justement, pour cadrer un petit peu pareil, je demande la même question qu'Angelina, de combien de jeunes on parle, combien de salariés, combien de partenaires, avec combien de partenaires vous jonglez pour le mentorat spécifiquement? Alors, du coup, l'année dernière, on a accompagné donc nous, on a notre spécificité aussi sur le programme de mentorat, c'est qu'on n'a pas de critères d'âge. Hmm. Donc, on accompagne tout public dès lors qu'il y a un projet professionnel défini et une volonté de trouver un emploi et donc d'être accompagné dans ce sens. Et donc, on a accompagné une centaine de mentorés, dont 51 jeunes l'année dernière, pour une équipe qui se compose de une salariée qui est moi-même et deux volontaires en service civique et une personne en stage. Donc, les volontaires en service civique et les stagiaires vont plutôt s'occuper de la gestion opérationnelle des binômes
à la fois l'identification des mentorés, donc ça va être plutôt le rôle des volontaires en service civique qui vont du coup faire le filtrage un petit peu pour s'assurer que le programme intervient bien au bon moment pour eux. Et puis de l'autre côté, une personne en stage qui va elle s'occuper plutôt de la formation et de l'intégration des mentors sur le dispositif. Moi je m'occupe un peu plus de chaperonner le tout, manager l'équipe et assurer aussi la continuité puisqu'il y a beaucoup de turnover du fait des contrats qui sont voilà à temps limité. Au niveau des mentors, du coup, on a environ 140 mentors inscrits parce qu'on laisse aussi la possibilité de s'accorder des pauses ou de se désengager à la suite d'un mentorat. Donc, il nous faut voilà, suffisamment de volume pour accompagner. Super. Oui, je sais qu'à la FEV, vous avez un fonctionnement aussi similaire avec les services civiques qui vous accompagnent. Donc, je pense que sur cet aspect-là, vous vous retrouvez. Merci beaucoup. Et donc justement, tu ne viens pas toute seule, puisqu'on a la chance d'avoir parmi nous un de vos prescripteurs, donc Monsieur Jean-Vladimir Potier. Donc vous êtes conseiller CEG France Travail. Je vais vous passer la parole tout de suite après. Je voulais t'entendre, Manon, justement sur pourquoi le rôle des prescripteurs comme Monsieur Potier est essentiel justement dans vos programmes de mentorat. Du coup, comme je l'ai expliqué, nous, déjà, l'association fonctionne essentiellement par la prescription, que ce soit du coup sur nos autres actions comme sur le mentorat, parce qu'on agit en bout de chaîne de l'insertion professionnelle. Et donc, du coup, il est important qu'il y ait un filtrage qui soit opéré en amont pour pouvoir nous orienter les personnes quand c'est le bon moment de leur parcours. Donc, on a toujours travaillé en direct avec des structures de l'insertion professionnelle. C'est 80% de nos publics qui arrivent par cette voie-là. Et le reste, ce sont des personnes qui arrivent par elles-mêmes, mais souvent ont entendu quand même parler de nous via une structure de l'insertion. C'est indispensable, voilà, pour pouvoir cibler les publics, pouvoir aussi s'assurer, comme je disais, qu'on intervient au bon moment, parce que préparer un entretien d'embauche quand on est trop éloigné de la question, qu'on est encore en train de construire son projet professionnel, ça peut être hyper flou et source de stress. Et puis d'autant plus qu'on a un cadrage aussi sur la durée du mentorat. Alors, notre objectif, c'est qu'il soit quand même efficace et que du coup, dans les 6 mois, les personnes aient pu retrouver un poste en entreprise. Donc du coup, le travail qui est fait en amont par les prescripteurs, la levée des freins périphériques, l'accompagnement sur la formation, sur la définition du projet professionnel et aussi leur regard objectif sur les attentes, les besoins de chaque mentoré, c'est indispensable pour nous pour pouvoir prendre le relais, s'appuyer dessus pour que les mentors, qui sont eux des professionnels du recrutement, n'aient pas à s'attarder à toutes ces questions-là et puissent vraiment accompagner dans leur champ d'action, c'est-à-dire la bonne méthode de recherche d'emploi, la préparation des entretiens, et puis aussi accompagner sur la prise de poste, qui peut être souvent aussi un gros enjeu pour les mentorés. Comme je l'ai expliqué, on accueille tout public. On a beaucoup de personnes qui sont quand même très éloignées de l'emploi, qui sont en inactivité depuis parfois plusieurs années, et donc du coup, parfois ça va être aussi une première expérience professionnelle, et donc ça peut être quand même source de stress aussi d'intégrer le monde du travail. Et donc voilà, avoir une personne de référence qui les connaît bien et qui en même temps est de l'extérieur, c'est-à-dire on ne vient pas de leur cercle proche et pas non plus interne à l'entreprise dans laquelle ils vont arriver, c'est toujours rassurant aussi pour eux, pouvoir solliciter le mentor sur les relations avec les collègues, la hiérarchie, etc. au moment de notre entreprise. C'est hyper important aussi pour nous. Mhm. Merci. Donc, c'est très clair, hein, c'est du sur-mesure et vraiment du cas par cas. Donc, dans ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment proposer le mentorat au moment précis où ce jeune ou cette personne en aura besoin. Et c'est là où les partenariats avec nos prescripteurs, nos chers prescripteurs sont essentiels. Je me tourne donc vers vous, Monsieur Potier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes essentiel à notre travail, au travail de toutes les associations aussi du collectif Mentorat. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous recherchez auprès d'une association quand vous voulez mettre un tel partenariat comme le décrivait Manon? Alors bonjour à tous et à toutes. Donc juste avant d'aborder effectivement ce que je recherche,
Donc juste pour préciser, donc moi j'étais pendant plus de 30 ans responsable en hypermarché puisque j'ai travaillé pour le groupe Auchan. Donc ça veut dire que j'ai eu un rôle d'employeur recruteur et à Mhm. partir de novembre 2019, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai intégré France Travail Sarcelles. Ça fait plus de 4 ans que j'accompagne donc des jeunes issus de Sarcelles, Villiers-Eubel sur un premier dispositif qui était l'AIJ et puis depuis mars 2022 sur le nouveau dispositif qui a été lancé en particulier par le gouvernement, qui est le CEJ, donc contrat engagement jeune. Et comme l'a précisé Manon, j'accompagne en priorité des jeunes, et en particulier des jeunes qui sont souvent infrabac et qui, pour la plupart, sont issus de quartiers défavorisés QPV. Donc m'est apparu rapidement l'importance de m'appuyer sur des partenaires pour aider ces jeunes, puisque les chantiers sont multiples, fonction du jeune. Ça peut aller de la sécurisation du projet, le travail de sa confiance, la découverte de ce que c'est une posture professionnelle. Beaucoup de mes jeunes ne sont pas du tout organisés, n'ont pas d'emploi du temps, ne savent pas utiliser un agenda. Après, je dirais, il y a classiquement des outils comme le CV et la préparation aux entretiens. Donc, les besoins sont énormes. Et par rapport à ces profils de jeunes, m'est apparu rapidement l'importance de m'appuyer sur, en particulier, des associations. Pour moi, ça fait partie intégralement de ma politique et de mon fonctionnement, c'est-à-dire de sourcer effectivement, en particulier des associations, des partenaires. Et c'est comme ça que j'ai découvert, il y a à peu près 3 ans, la Cravate Solidaire, dans le cadre d'un salon qui correspondait à une partie des besoins que je voulais couvrir pour mes jeunes. Donc, pour moi, il y a 3 points qui sont fondamentaux pour assurer un mentorat de qualité, une action durable. C'est déjà que les actions proposées par l'association soient compréhensibles et facilement valorisables auprès de mon jeune, puisque l'idée, c'est pas de lui imposer l'association, mais c'est qu'il soit volontaire pour intégrer l'association, ce qui est complètement différent. Donc, comme l'a dit Manon, effectivement, les actions de la Crade solidaire sont très claires et répondent à un besoin spécifique, au travers en particulier de l'image coaching, des coups de pouce à la maison, où le jeune va pouvoir travailler son CV ou préparer son pitch ou travailler sa préparation aux entretiens. Et puis effectivement, le mentorat, avec la possibilité d'être accompagné de 6 semaines à 6 mois par un bénévole mentor. Donc, des actions, encore une fois, compréhensibles et facilement valorisables. Le deuxième point qui est important, et c'est ce que j'apprécie en particulier chez la Cravate Solidaire, c'est le fait d'avoir un interlocuteur unique, Mhm. disponible et facilement joignable. Donc, on échange régulièrement avec Manon, que ce soit par le biais de SMS. Quand j'ai besoin ou quand elle a besoin, on se crée un quart d'heure, 20 minutes de points en visio. Donc ça, c'est aussi très important. Et le troisième point qui est important, c'est la Crade Solidaire fait partie des associations où il est facile d'orienter des jeunes. Donc eux, ils ont un système Internet qui répartit fonction des actions et qui me permet en 5-10 minutes, durant un entretien, de positionner le jeune sur un dispositif avec un mail immédiatement de confirmation de l'inscription du jeune. Comme ça, en entretien, encore une fois, ça me permet tout de suite de légitimer le sérieux et la réactivité de l'association. Mhm. Donc, Merci. Je crois d'ailleurs que, Angelina, vous aussi, à la FEB, vous avez une petite aide technologique aussi pour vos repérants. Oui, tout à fait. De notre côté, nous avons l'espace repérant. Donc, c'est un espace accessible du coup pour chacune de nos partenaires qui vont nous orienter des jeunes. Je prends l'exemple d'une directrice. La directrice aura accès à cet espace sur lequel elle va pouvoir créer de nouvelles orientations. Donc, cette nouvelle orientation va se présenter sous la forme d'une fiche dans laquelle elle va pouvoir noter toutes les informations qui nous seront nécessaires pour pouvoir ensuite contacter la famille, se rendre à l'adresse pour faire la rencontre, etc. Mais également noter quelles sont les raisons de l'orientation. Est-ce que c'est pour de l'ouverture culturelle? Est-ce que c'est pour travailler la langue française? Etc. etc. Donc ça va nous permettre ensuite d'aller au plus pratique et de faire du qualitatif en fait. De se dire, OK, Mhm. tel jeune-là aurait besoin de travailler l'ouverture culturelle, mais aussi la mobilité. On sait qu'avec notre bénévole, on va proposer des formations en lien avec ces thématiques afin qu'il ou elle puisse adapter son mentorat. D'autre part, on a aussi quelque chose de très précieux, le petit espace descriptif
qui va permettre à nos prescripteurs et à nos prescriptrices de nous mettre des détails. Est-ce que l'enfant est atteint de troubles autistiques, par exemple? Est-ce que les deux parents peuvent être contactés? Ou est-ce que l'un des parents doit être contacté au détriment de l'autre parce que l'autre n'a plus de droits parentaux, par exemple, etc., etc. Enfin bref, tous ces détails vont nous permettre vraiment de faire un travail de qualité. Et en plus de ça, du coup, il y a une petite évaluation à remplir par nos partenaires. Donc les partenaires vont se situer de manière assez intuitive où est-ce que l'enfant se situe dans le rapport à l'école, où est-ce qu'il se situe côté estime de soi, est-ce que c'est un enfant qui est très à l'aise, est-ce que c'est un enfant qui aurait besoin de s'ouvrir un petit peu plus, l'ouverture aux autres aussi d'ailleurs, etc. Et donc voilà, tout ça, ça nous est envoyé directement sur notre suite CRM. Donc de cette manière-là, on a les informations à l'instant T. Nos partenaires ont l'accès à l'espace repérant tout au long de l'année, ce qui leur permet de voir le statut du jeune. Est-ce que le jeune, on lui a déjà trouvé quelqu'un ou non? Même si dans tous les cas, on reviendra sûrement dessus plus tard, mais nous faisons des points réguliers, on reste joignable bien évidemment. Mais voilà, si mon partenaire, ma partenaire n'a pas le temps de me contacter, mais se demande juste par curiosité où est-ce qu'on en est, il ou elle peut voir le statut de chacun des jeunes orientés à l'année. Et il ou elle a également accès aux informations de l'année précédente. Donc voilà à ce niveau-là. Et juste par rapport aux fiches d'évaluation, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de l'année, on va réévaluer les jeunes. Donc, on organise un bilan annuel avec les bénévoles, la famille et l'enfant. On va poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre d'avoir accès à un certain nombre de réponses et qui vont nous permettre donc de faire une évaluation à la fin de laquelle nous pourrons observer quels sont les progrès de l'enfant, quelles sont les choses qui mériteraient d'être encore travaillées. Et le mentorat étant normalement sur 2 ans. Je dis normalement parce que dans certains cas, nos partenaires nous demandent si c'est possible de faire plus de 2 ans parce que l'enfant a des besoins vraiment spécifiques. Nous pouvons donc ajuster le mentorat sur l'année suivante en se disant, OK, tel jeune a pu travailler la mobilité, c'est très bien, mais l'ouverture aux autres est encore un axe qu'il nécessiterait de travailler. Donc, l'année prochaine, on sait qu'on va être particulièrement regardant par rapport à ça. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci Angelina. C'est vrai que cet espace libre, non, est très apprécié pour écrire, pour transmettre aussi les particularités de chaque orientation. Parce que sinon, après, je crois qu'on se retrouve à jouer un peu les détectives entre les différents jeunes qu'on reçoit. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Potier, vous avez donc clairement dit qu'il fallait être lisible, non? Une association doit être lisible pour ses partenaires, prescripteurs, parce qu'au final, vous devenez aussi des ambassadeurs de la structure auprès des jeunes et il faut que vous soyez en mesure de bien décrire les attentes et le pourquoi ça serait intéressant de jumeler justement ce jeune avec une association. Vous avez aussi parlé de disponibilité des interlocuteurs, ça, je pense que c'est très important, on en reviendra. Et finalement, une facilité à faire votre tâche, non? Une facilité à orienter. Et je pense que dans ce sens, la technologie, le digital nous aide pas mal. Donc, on a quand même beaucoup de partenaires, une grande diversité de partenaires, parfois des rencontres physiques qui demandent du temps. Comment est-ce que, là, j'ouvre la question à tous les trois, et Manon, tu le disais un petit peu déjà dans ton intervention en citant le turnover. Quels sont les défis majeurs que vous rencontrez avec ces partenariats et comment est-ce que vous les surmontez? Et Monsieur Potier, je vous pose la question aussi, quels sont les défis, mais vis-à-vis des associations? Je vous laisse Manon et Angelina démarrer et je vous reprends après Monsieur Potier. Alors effectivement, au niveau du turnover dans le monde associatif, il y en a beaucoup. C'est important à la fois donc comme on le disait avec Monsieur Potier, de créer du lien personnel entre le référent et l'association de mentorat pour pouvoir justement avoir cette accessibilité, cette efficacité dans nos communications, mais c'est aussi important de le faire perdurer lorsqu'il y a un départ dans les structures. Nous, pour ça, on essaie déjà de rencontrer ou en tout cas d'échanger régulièrement avec la plupart des partenaires pour maintenir ce lien vraiment sur la durée et faire en sorte que du coup on soit prévenu dès lors qu'il y a un départ pour pouvoir l'anticiper et entrer en contact avec les personnes qui vont prendre la suite. On propose aussi des temps
temps de présentation. Donc, ça peut être par exemple des petits déjeuners partenaires qu'on va organiser à peu près tous les 3 mois pour faire venir aussi les prescripteurs dans nos locaux qui découvrent un petit peu là où œuvre la magie. Et puis aussi, ça peut être des présentations en visio, donc que ce soit en one-to-one ou avec toute une équipe. Nous, on préfère même quand il y a toute l'équipe pour que justement ça puisse ensuite découler aussi dans les services au sein des différentes structures. Et puis aussi, ça va être se déplacer, proposer des actions directement dans les structures. Par exemple, pour en ce qui concerne du coup le France Travail de Sarcelles avec Monsieur Potier, on a réalisé déjà 2 forums, même 3, 2 ou 3 forums donc à destination des jeunes pour pouvoir aussi maintenir notre présence sur place au plus près des bénéficiaires, mais aussi pouvoir avoir des temps de discussion avec les collègues aussi de Monsieur Potier avec qui j'échange moins régulièrement. Ça va être venir aussi lorsqu'il y a des forums même organisés par les mairies, par d'autres acteurs pour pouvoir continuer de rencontrer aussi nos partenaires sur ces temps-là. Et puis essayer d'avoir des communications régulières avec chacun d'entre eux aussi au travers du suivi des binômes, parce que nous c'est aussi quelque chose qui est important. Monsieur Potier en parlait notamment sur l'orientation. On essaie de faire en sorte de tenir informés les référents de manière ultra régulière et précise sur où en est le binôme tout au long de l'accompagnement. Donc que ce soit au moment de la prescription, au moment du matching, on va communiquer aussi les coordonnées du mentor pour qu'il y ait du lien direct qui puisse se faire entre le référent et le mentor. Donc ça aussi, ça permet encore d'alimenter les relations un peu personnelles entre les différentes structures. Et ensuite, on fait des comptes rendus à peu près tous les 2-3 mois aux référents avec le détail de chaque rencontre par mentoré avec son mentor. Ça permet de vraiment montrer qu'on est présent, de continuer d'alimenter ce lien après la prescription et au moment du bilan. Donc nous aussi, comme Angelina, on a un petit questionnaire de fin d'accompagnement et donc on renvoie ensuite aux référents le verbatim du mentoré et un petit point d'étape sur où il en est dans son parcours à la fin de l'accompagnement, s'il a trouvé un emploi dans quel type de contrat et quel type d'entreprise, le secteur d'activité, etc. Si c'est un retour en formation, quel type de formation. Donc pour qu'ils aient aussi les infos à la sortie de l'accompagnement et donc ça permet de continuer toujours de maintenir le lien et aussi du coup de satisfaire les référents qui vont ensuite faire de la pub au sein de leurs collègues ou même parfois là par exemple la semaine dernière j'ai reçu le mail d'une référente avec qui on travaillait dans une autre structure qui a changé de structure et qui du coup a décidé de continuer quand même le partenariat avec nous la satisfaction finalement des partenaires c'est aussi ce qui permet d'avoir du lien solide et de la continuité lorsqu'il y a des départs aussi dans les structures partenaires. Mhm. Est-ce qu'à un moment, il faut arrêter de prendre des partenaires? Parce que non, là aussi, il y a le risque inverse d'avoir, là, dans ce que tu évoques, c'est énormément de travail aussi d'accompagner toutes ces demandes partenariales-là. Donc, à un moment, j'imagine, il faut s'arrêter. Il faut savoir dire non. Tout à fait. Alors moi, j'ai pas pris le parti de dire non, mais j'ai pris parti de calmer la prospection, ce qui permettait de consolider déjà les liens qu'on avait. De toutes les manières, avec chaque partenaire, lorsqu'on commence un partenariat ensemble, on s'accorde sur des petits volumes au début, pouvoir tester justement, voir si du côté du partenaire, il y a bien de la complémentarité dans l'accompagnement qu'on propose, voir si les process leur conviennent et puis aussi nous de notre côté, voir si le partenaire a bien compris aussi son rôle à jouer là-dedans, dont notamment le rôle majeur d'identifier le bon moment pour nous orienter des bénéficiaires. Avec Monsieur Potier, les premières années, on avait commencé sur un petit volume de 5-10 personnes orientées et au fur et à mesure, on a augmenté les volumes et ça, c'est important d'avoir une progression qui se fait à un rythme tranquille pour pouvoir vraiment être toujours dans la qualité plus que dans la quantité.
Et du coup, typiquement l'année dernière, on avait une quarantaine de prescripteurs uniques sur le programme de mentorat. Du coup, on a fait le choix de calmer la prospection de nouveaux partenaires, le temps de pouvoir déjà absorber toute la demande, éviter qu'il y ait de la frustration, qu'il y ait un trop long temps d'attente pour les mentorés. Ça, c'est indispensable. Et là, maintenant qu'on est bien stabilisé, on va pouvoir reprendre progressivement la prospection. Mais voilà, faut le faire au fur et à mesure. Moi, je conseille de commencer toujours par vraiment des petits volumes les premières années de mentorat. On avait 2-3 partenaires prescripteurs et c'était amplement suffisant pour pouvoir accompagner de manière efficace les mentorés. Puisque tu as fait le lien, je me permets, Monsieur Potier, donc, quels sont, vous, les défis ou le défi majeur que vous direz, vous rencontrez, ou que vous avez rencontré peut-être avec d'autres aussi associations, quand vous souhaitiez mettre en place un partenariat? Alors déjà, je préciserai que pour le prescripteur, il est important de définir les besoins à couvrir. Mon principe, c'est pas utile de multiplier à l'infini les associations. Donc personnellement, par rapport aux besoins des jeunes, je travaille aujourd'hui avec maximum 4 associations qui sont complémentaires. L'idée là non plus, c'est de ne pas mettre les associations en concurrence. Je vois pas trop l'intérêt. Donc aujourd'hui, je travaille avec Job IRL pour m'aider sur le projet pour le jeune, la cravate solidaire par rapport aux besoins qui sont couverts, la confiance en soi avec le collectif POAO qui est présente d'ailleurs à cette visio, et un partenaire local qui est Synergie Family qui se trouve à 10 minutes de l'agence. Euh, à la limite, c'est assez simple pour moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter. Moi, j'utilise beaucoup les salons, entre autres parisiens, pour prendre un premier contact avec les associations. Après, si effectivement, par rapport à ce qui a été dit précédemment, si le dispositif est clair, si je sens que l'association est professionnelle, bien structurée, je vais éventuellement commencer à travailler avec elle. Puisque comme vous l'avez précisé, en fait, c'est un engagement de ma part quand j'oriente un jeune, je m'engage que l'association soit sérieuse et soit gage de sa réussite. Après, si je prends la cravate solidaire, le cadre de l'association, il doit être sécurisant. C'est-à-dire, si je reprends la cravate solidaire, le recrutement des mentors, il est très clair avec des mentors qui doivent avoir un profil RH. Après, il y a une formation qualitative des mentors. Il y a une charte de bon fonctionnement qui est signée par le mentor avant de prendre en charge un jeune. Il y a un contrat tripartite qui est signé dans les locaux de la cravate solidaire sur lequel je figure et dont j'ai un double derrière. Et après, systématiquement, les objectifs sont structurés avec un suivi formalisé et une proactivité en cas de problème. Et systématiquement, encore une fois, le suivi du jeune est structuré et je reçois systématiquement des comptes rendus. Donc pour moi, ça c'est gage du professionnalisme de l'association. À l'inverse, Vous avez décrit exactement tous les points clés qu'on recherche dans un programme de mentorat, que la FEV d'ailleurs les suit aussi, et d'autres structures aussi au sein du collectif mentorat. Donc c'est exactement, vous pouvez faire du mentorat aussi si vous voulez en tant que référent mentorat, puisque c'est toutes les étapes clés. un jour à la retraite, je verrai. Voilà. Et donc, oui, je vous ai coupé. Continuez, s'il vous plaît. Et donc, Oui. ce qui est aussi important, alors c'est tellement évident que je le précise quand même. C'est vrai que bon, l'association, voilà, elle répond à des règles de fonctionnement, mais le côté paradoxal, c'est quand je commence à travailler avec une association, le professionnalisme de l'association et des membres de l'association doit être évident. C'est-à-dire qu'une association ne doit surtout pas être amateur. Et ça, c'est très important parce que déjà, les jeunes qui sont orientés sont des jeunes qui se posent plein de questions, qui ont eu des parcours de vie compliqués. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur apporter une solution et c'est pas de complexifier encore le retour à l'emploi. Ça, c'est pour moi très important. Donc, voilà, je dirais par rapport à... Donc, encore une fois, à la base... il doit y avoir absolument une relation entre le prescripteur et l'association. Et après, la confiance, elle vient en fonctionnant ensemble, avec des échanges réguliers, avec la possibilité, encore une fois, dès qu'il y a un problème, d'en échanger, de pouvoir en échanger et de pouvoir trouver la meilleure des solutions. Moi, une ou deux fois avec Manon, effectivement, il y avait un problème de mentor. Bon voilà, Manon a été tout de suite réactique et a permis aux jeunes de repartir avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est fondamental aussi.
Merci. Et c'est vrai qu'après, moi, je vous entends très investi et c'est une chance. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a des équipes, des associations qui décident aussi de proposer d'autres fonctionnements auprès des prescripteurs. C'est-à-dire des prescripteurs qui peut-être sont moins investis, pas parce que moins intéressés, mais parce qu'aussi le fonctionnement a été déterminé de la sorte. C'est vrai que pour vous, Angelina, comment est-ce que voilà, vous avez établi le fonctionnement avec, donc bon, tu l'as déjà un peu précisé sur le fonctionnement avec vos partenaires prescripteurs. Donc, je vais peut-être te reposer la même question que Manon et Monsieur Potier. Quels sont les défis justement majeurs que vous rencontrez avec vos partenaires prescripteurs? Merci Fiona. Alors, je vais commencer par les défis et ensuite j'expliquerai quelle organisation nous avons. Donc, pour ce qui est des défis, l'un des défis principaux sera le repérage des enfants. Parce que nous travaillons majoritairement, comme je vous le disais, avec des directeurs et directrices d'école, des CPE également, etc. Le corps éducatif qui est lui-même débordé. Et donc, c'est compliqué, en fait, de pouvoir prendre le temps. Il faut avoir le matériel. Je pense à une école maternelle, par exemple, dans laquelle il n'y a que la directrice qui n'est pas déchargée de ses fonctions. Donc, la moitié de la semaine, elle est maîtresse, l'autre moitié, elle est directrice. Et il n'y a qu'elle qui a un ordinateur. Les maîtresses de l'école maternelle n'ont pas d'ordinateur. Et nous, puisque l'on passe par l'espace repérant qui est numérique, c'est compliqué. Mais de toute manière, même si nous, on passait par du papier, il faut prendre le temps de se poser et de noter les informations des parents, l'adresse, etc. Enfin bref, c'est très chronophage pour nos partenaires. Et donc, c'est un travail de notre côté de faire en sorte que ce soit le plus fluide, le plus simple possible. Donc déjà, l'espace repérant fait gagner beaucoup de temps, mais il y a aussi tout ce qui est temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer le repérage de jeunes qui doivent être accompagnés à partir de septembre-octobre en septembre-octobre. Ce repérage-là, on va commencer à le travailler en fait dès maintenant. Moi, là, ce mois-ci, j'ai des rendez-vous partenariales avec des directeurs, directrices, éducateurs, éducatrices pour faire le point sur les accompagnements, sur comment ça se passe, pour qu'on puisse aussi voir quels sont les besoins de l'enfant potentiellement sur le reste de l'année scolaire qui est en cours. Mais ce sera également l'occasion de discuter de OK, est-ce que vous avez déjà en tête des jeunes l'année prochaine qui pourraient être orientés? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec les maîtres, avec les maîtresses, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour que dès maintenant on se mette à faire le repérage et que ce ne soit donc pas trop un poids à faire à la fin d'année avant de partir en vacances d'été, voire même se retrouver en septembre débordé, plus devoir faire le repérage. Donc voilà, ça, nous, on a la chance, si je puis dire, d'avoir des volontaires éducatifs et éducatives qui interviennent au centre départemental de l'enfance, mais également dans des écoles primaires, maternelles. Et donc, dans ces différentes structures-là, ces volontaires sont vraiment une aide précieuse dans le repérage parce que ces volontaires, ils sont 12 heures par semaine avec les enfants pour faire des ateliers ludiques, citoyens, etc. Et donc, sont en première ligne, en fait, pour voir les difficultés des enfants, qu'est-ce qui pourrait les aider ou non, etc. Donc, ces volontaires peuvent déjà, en fait, dire aux directrices, aux directeurs, OK, ben, je pense que ce jeune-là pourrait avoir besoin d'un accompagnement, notamment parce que il ou elle est très renfermé, parce que il ou elle aurait besoin de travailler la lecture, etc., etc. Ensuite, on voit comment on peut mettre en place le repérage, notamment par le biais des volontaires aussi. Donc, voilà pour ce Quand tu qui parles, est de... excuse-moi, Angelina, il y a une question de précision. Quand tu parles de volontaires, c'est des volontaires en service civique. Exactement. Donc, des missions de 6 à 9 mois en ce qui nous concerne. Donc, voilà pour ce qui concerne les défis. Du côté de l'organisation, ça va dépendre des partenaires. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, par exemple, comme le fait Manon, faire un point tous les 2-3 mois avec une directrice d'école qui m'oriente 90 enfants. Ce ne serait pas possible ni pour moi ni pour elle d'évoquer en détail la situation de chacun de ces 90 enfants, même si ça le mériterait pour le coup. Donc, ce que nous faisons avec des partenaires qui nous orientent en masse, comme on dit, pour lesquels il y a une massification, c'est que nous avons un point en début d'année pour se dire, d'accord, alors là, actuellement, vous m'avez orienté tant d'enfants,
il y a tant de familles qui sont injoignables, parce que malheureusement, il y a des parents qui changent de numéro de téléphone, etc., etc. C'est un peu propre d'ailleurs à notre public aussi. Des parents qui déménagent au final, voilà. Donc voilà, il y a tant de personnes qu'on n'a pas réussi à contacter, tant de personnes qui ont refusé. Ça permet aux directeurs, directrices de voir avec les parents quelles sont les raisons. Est-ce que c'est parce qu'ils ou elles ont mal compris parce qu'on a beaucoup de population qui est allophone aussi. Est-ce que c'est parce qu'il ou elle n'était pas confiant, n'avait pas compris le lien qu'on avait avec l'école? Donc voilà, ça permet de revoir et potentiellement de permettre une adhésion cette fois-ci. Et bien évidemment, de voir combien de jeunes, donc techniquement, seront orientés par rapport à celles et ceux qui ont été repérés. Donc voilà, ça c'est le point qu'on a en début d'année. On a ensuite un deuxième point au mois de janvier. Là, je suis en plein dedans. Je vois un directeur cet après-midi. Ce point-ci nous permet donc de voir la situation de chacun, de chacune des jeunes. Quels sont les jeunes qui sont déjà accompagnés? Quels sont les jeunes pour qui on cherche encore? Quels sont les jeunes qui finalement se sont désistés parce que les parents disaient que les enfants n'avaient plus le temps ou d'autres raisons? Et également potentiellement d'aller dans le détail. Donc moi, au préalable, j'envoie à mes prescripteurs, mes prescriptrices, la liste des jeunes, de tous les jeunes avec leur statut, donc refus, accompagné, en attente d'accompagnement, etc., etc. Et ensuite, lorsque je les rencontre physiquement, on fait le point pour dire, OK, bah, tel jeune, ça se passe comme ça, il y a eu tant de rencontres, telles sont les difficultés qu'on a rencontrées, tels sont les apports qu'on a pu observer, ses progrès à l'enfant, etc., etc. Donc voilà pour la mi-année, sachant qu'entre-temps, j'ai des échanges aussi réguliers que nécessaires avec les partenaires. Donc dès qu'on a une difficulté avec un enfant qui par exemple aurait été vulgaire avec sa mentor, qui se serait montré un peu agressif, je vais contacter la directeur pour lui dire, OK, bah, il s'est passé telle situation. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu observer déjà tel genre de comportement? Est-ce que c'est pas anodin et donc ça mériterait qu'on se penche un petit peu pour creuser, etc., etc. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a besoin, je les contacte. Il et elle se montrent réactives. Si c'est nécessaire, on peut se rencontrer physiquement. Sinon, ce sera par téléphone, par mail. C'est moi ou c'est pour tout le monde? Oui, Non, je pense Ok. que Angelina a des petits soucis Oui. de de connexion. connexion. Ok, bon, elle va sûrement revenir. C'est vrai qu'une des choses qu'elle mentionnait, c'est justement cette anticipation, et on en parlait, Monsieur Potier, aussi dans la préparation. Donc, comment est-ce qu'on anticipe aussi vos besoins en tant que prescripteur, et aussi vos calendriers, vos temps forts aussi dans l'année, parce que, comme le disait Angelina, on ne peut pas demander en décembre, on peut pas, voilà, on sait que septembre, pardon, le moment très chargé pour les écoles. Donc, comment on fait? Anticipons. Comment est-ce que vous intégrez ça dans votre travail, justement, en partenarial, Manon et Monsieur Potier? Pour ma part, donc le CEJ, c'est un contrat maximum sur 6 mois. Donc ça veut dire qu'à l'année, on a à peu près 60 jeunes en accompagnement. Donc, comme l'a précisé Manon, ce qui est important, c'est que les accompagnements soient lissés fonction des besoins du jeune. C'est-à-dire que moi, je n'oriente pas systématiquement un jeune vers une association. Hmm. Je considère que déjà, il faut que je prenne le temps de découvrir le jeune, de comprendre ses Hmm. besoins, qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure entre moi et lui. Donc ça veut dire que l'orientation vers la cravate solidaire, par exemple vers le mentorat, elle ne sera pas systématique. Après, elle peut être par exemple intéressante en fin de CEJ. Je prends le cas de Mélisse que je vais voir cette semaine. Mélisse, elle a bientôt fini son CEJ. Elle recherche une alternance dans la communication. Et donc, Mélisse, elle est accompagnée par la cravate solidaire, c'est-à-dire qu'elle continuera à être accompagnée une fois que le CEJ sera terminé. Hmm. Donc ça peut être une solution pour donner le relais aux jeunes. Hmm. Euh, voilà. Après, ponctuellement, ça peut être un coup de pouce à la maison. C'est-à-dire qu'un jeune, s'il a besoin de travailler son entretien, s'il a besoin de travailler le pitch, là encore, le mentorat sera peut-être pas forcément la première solution, mais tout simplement un atelier coup de pouce à la maison. Ça peut être, voilà. Et ça aussi, c'est intéressant parce que le jeune sera contacté par l'association qui va Hmm. échanger avec lui sur les besoins. Et si à un moment donné, le jeune, je l'avais orienté vers le mentorat, si l'association considère par rapport à l'échange qu'elle a pu avoir avec le jeune que finalement, le coup de pouce à la maison, dans un premier temps, peut être la solution, ben Hmm. voilà, elle l'oriente vers le coup de pouce à la maison. Ça fait partie aussi de la confiance.
que je dois avoir vis-à-vis de l'association. Je reviendrai sur un point qui est important, qui est quand même l'état d'esprit et la posture que doit avoir le prescripteur. Alors, je dis pas que c'est simple pour l'association. Moi, personnellement, déjà, quand j'oriente un jeune, ce jeune est assidu, ce jeune est à l'écoute, impliqué, volontaire. C'est-à-dire que je n'oriente pas de jeune vers l'association dont j'ai envie de me débarrasser. Ou Pour qu'il moi, faut convaincre. l'association Mhm. doit être un accompagnement complémentaire. Mais encore une fois, le jeune, les jeunes que j'oriente, que ce soit vers une association, que ce soit vers un organisme de formation, que ce soit une entreprise, c'est des jeunes, encore une fois, qui ont la bonne posture. L'idée, c'est pas par rapport à un mentor qui est souvent débutant, qui fait ses premières armes sur le mentorat. L'idée, c'est pas de le dégoûter parce qu'il va se retrouver avec un jeune qui a pas envie, qui est pas impliqué, qui est pas assidu, ainsi de suite. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est d'accepter le fonctionnement de l'association et les règles qu'elle a établies. C'est-à-dire que je suis pas là pour transformer l'association. Et ça a été entre autres bien clair avec Manon par rapport au profil des mentors. Après, le mentor, ce qui est aussi important, c'est de lui faire confiance. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour retravailler derrière, par exemple, un CV si le jeune a commencé à travailler son CV avec le mentor. Donc, ça veut dire que mon rôle va évoluer. À partir du moment où le jeune il est en mentorat, je vais faire un point avec le jeune dans le cadre d'un entretien CEJ. Mais l'idée, c'est surtout pas de le mettre en porte-à-faux par rapport à son mentor. Par contre, et ça on l'a fait aussi cette année, ça c'est un peu une nouveauté, c'est que j'hésiterai pas à appeler un mentor débutant ou pas pour lui faire un premier point par rapport au jeune, échanger avec lui et lui dire que je suis à sa disposition s'il a besoin. Je pense que ça aussi c'est important, c'est-à-dire que le prescripteur est là aussi en appui si besoin auprès de l'association et du mentor. Donc ça aujourd'hui on fonctionne aussi très bien avec Manon et la cravate solidaire sur ce genre de point qui pour moi est fondamental, puisque un mentor c'est souvent un bénévole qui apprend en avançant un petit peu le mentorat, sachant si je prends par exemple le CEJ, le mentorat s'adresse à des jeunes qui sont très éloignés encore une fois, de tout ce qui est posture, retour à l'emploi. Et là, il y a un travail énorme. Et c'est vrai que le mentor, il peut être parfois surpris par rapport à des jeunes qui côtoient des besoins du jeune orienté. Hmm. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que ce n'est pas le cas de toutes les associations du collectif mentorat où les prescripteurs sont aussi en lien avec les mentors. Si j'ai bien compris, vous avez un fonctionnement où vous rencontrez le mentor? Je l'appelle généralement par téléphone, c'est-à-dire que Manon, quand elle signe, quand elle oriente, alors moi je décris les besoins du jeune, je décris éventuellement, alors par exemple si le jeune est très timide, je vous donne par exemple un exemple, moi j'ai l'exemple d'un jeune qui avait fait Sciences Po Bordeaux et pour plein de raisons ça s'est pas bien passé, c'est un jeune qui était vraiment dans une phase de remise en cause, de problème de confiance en lui. Et donc, je trouvais important d'appeler le mentor pour lui expliquer un petit peu où j'en étais avec le jeune et quelles étaient ses problématiques. Ça permet de gagner du temps pour le mentor. Ça permet de dire au mentor, si vous avez besoin, pas de souci, je suis à votre disposition. Donc, l'idée, c'est à un moment donné vraiment de fonctionner ensemble avec l'association et le mentor. Pour moi, il ne doit pas y avoir de cassure. On est tous là pour aider le jeune et ça aussi, c'est un état d'esprit qui est important à avoir. Donc de plus en plus, en fait, je prends un premier contact avec le mentor. Alors c'est complètement transparent avec Manon, hein, c'est-à-dire que ça fait partie de notre fonctionnement. Manon est systématiquement au courant et je pense que ça permet de faire gagner du temps à tout le monde et d'être en phase. C'est-à-dire que les sons de cloche sont phasés entre ce que je dis aux jeunes et la façon dont le mentor va accompagner le jeune. Après, ce que fait le mentor, encore une fois, moi, j'ai pas à regarder ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Je suis là pour avoir confiance en lui et si besoin il y a, j'appelle Manon pour faire un point avec elle. Mais je passe pas directement par rapport à du recadrage, je passe pas, surtout pas par le mentor. Ça, c'est très important. Le prescripteur doit respecter non seulement l'association, mais doit respecter également le mentor. Oui, bien sûr. Merci. Manon, tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais accentuer déjà l'importance vraiment comme le disait Monsieur Potier, qu'on aille tous dans le même sens, que ce soit le mentor, l'association, le référent prescripteur. C'est hyper important de montrer voilà qu'on est. Enfin moi parfois j'utilise cette image, je trouve qu'elle est assez parlante. J'explique au mentoré qu'il est le petit soleil. Nous on est tous
des planètes qui gravitent autour. Mais Hmm. voilà, pour que le système fonctionne bien, il faut qu'on puisse communiquer quand même les uns avec les autres et qu'on soit voilà sur la même longueur d'onde. Et je trouve que c'est hyper important du coup qu'il y ait ce lien direct entre le référent et le mentor. Pour ça aussi, d'ailleurs, les mentors sont hyper contents quand ils ont Monsieur Potier au téléphone parce que bah, déjà, il connaît aussi les jeunes qui nous orientent. Il va avoir un autre regard aussi de conseiller en insertion qui est différent de celui d'un recruteur. Ça, c'est important pour les mentorés, mais c'est aussi important pour les mentors d'avoir cette dualité un peu de regard. On va pas voilà avoir les mêmes réflexes, les mêmes visions des choses et on est complémentaires les uns avec les autres. Et c'est indispensable pour que ça fonctionne. Et donc ça, c'est systématisé. Donc chaque mentor, au moment du matching, va avoir les coordonnées du référent et pareil, le référent va avoir les coordonnées du mentor. On incite tout le monde, à chaque fois, les référents à échanger avec les mentors en direct et on le voit quand c'est le cas, ça fonctionne hyper bien et les mentorés, ils voient vraiment de la plus-value eux aussi, de voir que bah, ça communique en fait en direct aussi entre les différents intervenants qui les accompagnent, et ben ils comprennent aussi mieux quel rôle va jouer telle ou telle partie, quel est son champ d'action, bien comprendre aussi voilà que le champ d'action il est délimité. Le mentor, voilà, il va pas pouvoir accompagner sur la levée des freins périphériques, sur par exemple les recherches de financement pour des formations, ce genre de choses, ça va pas du tout rentrer dans son champ d'action. Par contre, s'il peut solliciter en direct le conseiller en insertion professionnelle pour avoir des pistes dans ce sens, on va gagner en efficacité. Nous, l'association, on n'a pas de conseiller en insertion professionnelle en interne, donc on n'est pas en capacité d'avoir les bonnes orientations, les bons dispositifs. Donc tout ça, voilà, avoir ce travail en écosystème, vraiment, c'est indispensable. Et d'ailleurs, bah, je voulais justement vous lire le retour d'expérience du jeune dont parlait Monsieur Petier, qui disait que justement le duo CEJ, donc contrat engagement jeune et la cravate solidaire, lui avait vraiment été utile pour se sentir plus serein dans ses démarches, gagner en confiance et en méthodologie de recherche. Et qu'en plus, il relevait qu'en particulier sa relation avec sa mentor lui avait permis voilà, d'être dans un cadre un peu plus personnel et donc du coup qu'avec un conseiller en insertion et donc du coup de se sentir aussi plus à l'aise pour lui parler bah, de certaines problématiques qu'il pouvait rencontrer dont il n'aurait pas forcément spontanément parlé à son conseiller en insertion. Donc je pense que voilà c'est important que chacun ait son domaine d'expertise, son champ d'action, mais qu'en même temps ça communique les uns avec les autres pour qu'on soit efficace et qu'on soit au plus près des besoins des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, puisque on accompagne aussi des personnes voilà, qui peuvent avoir une cinquantaine d'années et rencontrer les mêmes problématiques qu'un jeune non diplômé, quoi. Absolument. Construire cet écosystème, en tout cas toutes ces personnes ressources, Mm. et surtout que le jeune accompagné ou la personne accompagnée sache aussi les mobiliser, les identifier et aussi trouver les limites de chacun pour construire cette complémentarité ou ce continuum dont vous parlez, Monsieur Potier, c'est super important. Angelina, on te retrouve. Tu veux partager, tu veux réagir pardon, à ce qui a été dit ce qui vient d'être dit par Manon? Oui, bien sûr. Pour faire le parallèle avec ce qu'a dit Manon, nous, de notre côté, il n'y a qu'avec l'aide sociale à l'enfance que nos bénévoles, nos engagés vont être directement en lien, du coup, avec les prescripteurs, prescriptrices, avec les éducateurs, éducatrices qui vont orienter les enfants. Du côté des écoles, je fais l'intermédiaire, moi et ou mes collègues. En revanche, il y a un lien direct de nos bénévoles avec les parents. Et ça va permettre du coup pas mal de choses, pas mal d'éléments qu'ont souligné Monsieur Potier et Manon, notamment du coup un échange sur comment se passe l'accompagnement, sur qu'est-ce que les parents aimeraient que la bénévole mette en place, etc. Et vraiment la relation avec les parents, c'est un travail à part entière de notre côté. Et un travail dont on va également discuter avec nos partenaires. Parce que on a des parents qui sont très inquiets, par exemple, de la scolarité de leurs enfants, et donc ils vont avoir besoin d'être rassurés dans les faits que tout va bien, que l'enfant comprend, que quand on met en place différentes stratégies d'apprentissage, ça se passe bien. Des parents aussi qui peuvent être assez détachés de tout l'aspect scolaire, qui peuvent ne pas vraiment s'en préoccuper. Et donc là, l'intérêt, ce sera pour la bénévole de discuter avec les parents, de dire aujourd'hui, on a travaillé les mathématiques. D'ailleurs, il m'a dit qu'en français, il a eu une bonne note, etc. etc. Enfin, ce lien avec les parents, il est vraiment très important parce que c'est les parents d'ailleurs qui vont donner en fait l'accord ou non pour le mentorat. Et donc, c'est les parents avec qui on va être
le plus en lien directement parce que nos volontaires en service civique qui vont faire le suivi et donc contacter régulièrement les bénévoles pour savoir comment ça se passe, vont également le faire avec les parents. Et donc voilà, et ça permet une bonne relation avec les parents, bien que les parents ne soient pas nos prescripteurs. Cela permet un lien qui est beaucoup plus fluide, ça permet un mentorat qui sera beaucoup plus adapté, et ça permet également les bénéfices du bouche à oreille en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que on a des parents qui me contactent directement depuis mon téléphone pour me dire bonjour madame, j'ai mon ami qui m'a donné votre numéro, j'aimerais que mon enfant soit accompagné. Et donc, nous, on ne peut pas prendre les demandes isolées, comme ça, malheureusement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande, d'accord, où est scolarisé votre enfant? Et si l'enfant est scolarisé dans une école avec laquelle on travaille, eh bien, on peut rediriger les parents pour dire, OK, je vous laisse voir directement avec la directrice, le directeur, pour qu'il ou elle puisse orienter l'enfant. Donc, voilà, on a un repérage qui se fait vraiment par le bas. C'est particulièrement intéressant et bénéfique. Et du coup, pour les cas où on ne peut pas, nous, à la FEV, accompagner l'enfant, on redirige vers la plateforme Un jeune, un mentor qui lui permettra de trouver quelque chose qui pourrait correspondre. Donc voilà. Je pense aussi ce que vous dites à vous trois est essentiel aussi parce que le mentorat ne durera pas toujours. Et donc, identifier justement ces personnes ressources autour de la personne qui a été accompagnée, c'est clé pour qu'après, une fois l'accompagnement s'arrête, on parle des parents ou même le futur employeur, une fois que cet accompagnement s'est arrêté, on peut prendre le relais. On peut aussi être plus autonome et pouvoir ressolliciter ces ressources de manière plus pérenne une fois qu'on les a identifiées et qu'on a été accompagné pour les identifier, justement. Tout à fait. Merci. Et justement, par rapport à ce que tu disais, Angelina, est-ce que tu sens que ce lien parent-école, est-ce que les prescripteurs te font un retour vis-à-vis d'un changement? Les parents qui ont vécu le mentorat, qui ont un mentor à la maison, est-ce qu'ils ont vu une différence par rapport à ces parents? Est-ce qu'ils sont plus connectés à l'école? Est-ce qu'il y a un changement? Ça peut tout à fait. En fait, c'est très intéressant parce que c'est très multifactoriel. C'est-à-dire que nous, on a à la FEV Metz, parce qu'on est un petit peu partout en France et au-delà d'ailleurs, à la FEV Metz, on est en plein cœur d'un quartier populaire. Et donc, le lien avec les parents va être d'autant plus intéressant et particulier. Je vous donne par exemple le cas d'une maman qui vient maintenant depuis 1 an. Là, c'est la 2e année où elle vient régulièrement. Cette maman, ses enfants ont été orientés par l'école qui est juste à côté, à 10 mètres même pas de nos locaux. Et lorsque on l'a appelée pour lui dire bonjour madame, c'est Angelina de la FEV, je vous appelle parce que l'école nous a orienté vos enfants, le mentorat, l'accompagnement c'est ça, est-ce que vous seriez d'accord? Elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle ne nous connaît pas, donc il est hors de question qu'elle laisse ses enfants à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, nous on a refait le lien avec l'école qui nous a dit effectivement la maman elle est très méfiante, on a essayé de voir avec elle mais c'est pas négociable. Donc bon, c'est pas grave, on n'insiste pas. Mais du coup cette maman, étant une habitante du quartier, elle vient régulièrement avec ses enfants. Donc elle vient régulièrement, on a fait connaissance petit à petit et au final cette année, elle nous a demandé est-ce que ce serait possible que mes enfants soient accompagnés? Donc, on a souri en lui disant oui, mais carrément. D'ailleurs, on vous avait proposé l'année dernière, mais c'est pas, il n'y a pas de souci, on commence dès cette année. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'en parallèle à ça, cette maman est aussi accompagnée donc, par le PRE, Programme de réussite éducative, qui est un partenariat qui nous finance. Et donc, vraiment, la même année, un enchaînement de coïncidences, une éducatrice du PRE me contacte pour me dire est-ce que c'est possible d'orienter cette famille? Elle en aurait vraiment besoin, etc. Donc, je dis ils sont déjà orientés dès cette année. Et donc, voilà. Et du côté de l'éducatrice, elle me fait des retours, et notamment des retours qu'elle a pu me faire, c'est que elle commence à être de plus en plus à l'aise et à relâcher la pression. Parce que cette dame a tout le mérite de mettre des efforts énormes dans l'éducation de ses enfants, mais souvent, malheureusement, au détriment de son propre bien-être. Donc voilà, elle est très inquiète pour ses enfants, elle met tout ce qu'il faut en place pour réussir et elle a un peu du mal en fait à relâcher la pression qu'elle se met. Je parle beaucoup d'elle, mais le père est également impliqué dans l'éducation des enfants.
Et donc, cette éducatrice, je l'ai eue au téléphone il n'y a pas longtemps, et elle me disait que la dernière fois qu'elle a eu la maman, elle lui disait que l'accompagnement se passe très bien, et que puisque les enfants font des activités, elle se disait que peut-être qu'elle aussi, de son côté, elle allait s'inscrire au sport, par exemple, ou faire des choses, mais plus pour elle-même. Et donc, ce sont des effets bénéfiques du mentorat auxquels on n'aurait pas du tout pensé, pour le coup, mais qui découlent tout de même de la capacité de la maman à s'ouvrir progressivement et à relâcher la pression qu'elle se met par rapport à l'éducation. Oui, comme quoi ce lien de confiance dont M. Potier vous parlait est aussi essentiel pour surtout vos publics à la FEV, où en fait, s'il n'y a pas de lien de confiance avec avec la structure, c'est vrai qu'il est difficile de lâcher sur ce sujet. Et je suis sûre aussi que vis-à-vis de l'établissement scolaire, le fait que les prescripteurs aient aussi soutenu l'action de mentorat ne peut que renforcer, ne peut que aller dans le bon sens. Je vous pose une dernière question à vous trois et après on passera au temps de questions-réponses avec la salle virtuelle. Donc n'hésitez pas déjà à écrire vos questions sur le chat. Question assez ouverte qui vous permet aussi de partager les derniers éléments peut-être que vous n'auriez pas partagés. Quelles seraient vos recommandations justement pour une structure qui débute justement dans la création de partenariats avec ses prescripteurs? Je vous laisse réagir librement. Moi, je peux Allez, prendre Marie. la parole si vous voulez. Du coup, moi, je dirais déjà qu'avant tout, le mentorat, ça repose sur les 4 C, la confiance, la communication, la collaboration et la complémentarité. Ça, c'est vraiment indispensable que ce soit commun à toutes les parties prenantes, que ce soit du coup l'association qui porte le mentorat, le prescripteur, le mentor, comme le mentoré, et aussi du coup avoir des échanges réguliers, toujours entre toutes ces parties prenantes et des outils qui sont solides. Indispensable d'avoir des outils de communication, d'avoir des supports qui peuvent être transmis ensuite au sein des services des partenaires. Je pense notamment, nous, on fait circuler une fiche avec comment identifier un futur mentoré de la cravate solidaire au sein de la structure, avec voilà une liste des critères indispensables, un petit descriptif du programme pour qu'ils puissent communiquer facilement aux bénéficiaires l'enjeu de cet accompagnement. Et puis voilà les informations qui seront collectées au moment de l'orientation pour que ça puisse aussi être anticipé par les partenaires, notamment je pense s'il est nécessaire de collecter le CV, nous c'est indispensable pour pouvoir valider l'orientation de collecter le CV, donc comme ça ils le savent déjà dès le début qu'il va falloir demander un CV à jour pour pouvoir nous orienter des bénéficiaires. Donc voilà, des outils de communication lisibles mais solides, c'est vraiment indispensable, et aussi du coup des outils numériques, voilà comme en parlait Angelina, Monsieur Potier, enfin voilà, avoir tout. Alors nous, à la CRAD, on n'a pas de CRM par exemple, on n'a pas du tout les budgets suffisants pour mettre en place des CRM, mais on a pu mettre en place des automatisations via notamment des outils tels que Zapier qui vont nous permettre d'avoir des mails automatiques, de connecter différentes applications ensemble. Ça nous coûte moins cher qu'un CRM, et ça permet finalement quand même de pallier à ces besoins-là et pour pouvoir quand même être efficace dans nos échanges avec les différentes parties prenantes. Et puis finalement, ce que je disais aussi tout à l'heure, Fiona, c'est éviter de multiplier les partenariats et privilégier la qualité à la quantité. C'est voilà, consolider les liens avec des référents, avec les mentors, avec les mentorés. Ça va permettre aussi d'essaimer progressivement de se développer. Déjà nous, de pas nous faire avaler par la grosse machine, parce que des sollicitations, il y en aura toujours. Donc voilà, dire oui à toutes les sollicitations, c'est aussi prendre le risque de perdre en qualité. Donc voilà, essayer d'avoir un développement qui est contrôlé en tout cas pour pas se faire engloutir, et en même temps voilà toujours pouvoir satisfaire les besoins de chacun. Merci. J'aurais pas énormément de choses à rajouter par rapport à ce que disait Manon, c'était très complet. J'aimerais juste du coup ajouter le fait que ce que je pourrais conseiller, c'est d'être bien organisé, c'est-à-dire de voir au préalable avec la partenaire, la prescripteur, prescriptrice, comment on peut accorder nos emplois du temps, parce que les besoins, les enjeux au fur et à mesure de l'année ne sont pas les mêmes en fonction des périodes. Donc comment on peut s'accorder
pour se dire, OK, à telle date, on va se faire un point sur telle thématique, à telle date, on va se faire un point sur telle thématique, tout en restant bien évidemment joignable tout au long de l'année. Donc, d'une part, il y a ça. D'autre part, comme le disait Manon tout à l'heure, le fait d'additionner en fait les occasions de pouvoir échanger avec ses partenaires, que ce soit des déjeuners partenaires ou que ce soit par exemple dans le cas des associations qui travaillent avec les écoles, de pouvoir assister au GPDS, donc au groupe de prévention par rapport au décrochage scolaire, là où en plus de ça, nous en tant qu'association qui accompagnons des jeunes de ces écoles, on a tout à fait un rôle à jouer. Et donc, ça peut être très intéressant. Et la dernière chose que je pourrais rajouter, mais que je considère un petit peu comme un bonus, c'est la partie communication. C'est-à-dire que en travaillant sur les réseaux pour montrer en fait quelles sont nos actions et quelles sont les répercussions positives de nos actions, cela permet une certaine transparence et cela permet à des partenaires de pouvoir rester informés tout au long de l'année de qu'est-ce que la FEV, par exemple, a fait, quelles sont les différentes actions, qu'est-ce qui a été mis en place, parce que voilà, de notre côté, c'est pas possible pour les directeurs, directrices d'école de se déplacer lorsqu'il y a du mentorat pour assister à une séance. Mais nous, en tout cas, il est possible de partager des photos, des vidéos, des témoignages pour qu'il et elle aient accès à tout cet aspect qualitatif. Voilà. Merci. En complément, moi je dirais ce qui est important, c'est que l'association soit vigilante sur le recrutement de ses membres qui tout logiquement vont représenter l'association. Donc je pense que le côté bienveillant, le côté ouverture, des qualités humaines sont évidentes. Pour autant, il faut être encore une fois professionnel, donc rigoureux, en capacité d'organiser son emploi du temps. Faut être disponible. De la même façon, je pense qu'il est aussi important, c'est le recrutement des mentors, euh, puisque les mentors, au même titre que les membres de l'association, c'est quand même ceux qui vont être en contact avec les jeunes et en contact avec les prescripteurs de temps en temps. Donc c'est important également qu'ils soient en phase avec les qualités attendues de l'association. Ce qui pour moi est également important au-delà de la communication, c'est que les associations soient présentes sur les salons orientés pour les jeunes. Donc là, il y a le salon de l'étudiant en mars, il y a le salon Jeunes d'Avenir en avril. Souvent, moi, je rencontre les associations dans le cadre de ces salons. Donc important également d'être présent sur les événements organisés au travers des salons. Merci, oui, être visible aussi là où les jeunes sont. En effet, c'est indispensable. On parlait dans le premier workshop de la semaine dernière, justement, au-delà d'être visible aussi, de connaître les jeunes, mais être avec les jeunes, demander quels sont ses besoins pour vraiment répondre, et que le programme de mentorat fasse écho vraiment aux besoins de ces jeunes-là et qu'ils soient pas à côté. Donc, c'est vrai que être visible, mais aussi être connecté et écouter et intégrer ce que les jeunes ont à dire et de ce dont les jeunes ont besoin est essentiel. Après, il y a deux Merci. points complémentaires, si vous le permettez. Oui, bien sûr. C'est que l'association reste arc-boutée sur les actions initiales qu'elle a prévues. Hmm. Parce que le danger, c'est effectivement en permanence de modifier les paramètres fonction des attendus des prescripteurs. Donc ça, je Hmm. pense que c'est une vigilance que doit avoir l'association. La deuxième chose qui est importante, c'est ce qu'a précisé Manon, c'est faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que l'association doit garder une taille humaine et doit avoir des capacités d'action en conformité avec ses moyens humains, au risque, là encore, de ne pas être en phase avec les attentes du prescripteur. Hmm. Pour moi, Manon, comme Gilliane Hier de la Crade Solidaire, comme Juliette de Poao, c'est essentiel pour moi. Le jour où effectivement j'ai plus de contact, je remettrai peut-être en cause mon fonctionnement avec l'association. Hmm. Mhm. Tout à fait. Donc, c'est vrai que bon, garder cette taille humaine, c'est vrai que dans ce sens, le digital aussi est un allié assez fort parce qu'il permet de libérer peut-être du travail salarié sur des tâches qui n'auraient pas beaucoup de valeur ajoutée ou qui n'auraient pas beaucoup d'utilité profonde mais qui sont nécessaires à la qualité, mais dont on n'a peut-être pas besoin de passer 3 heures à essayer d'appeler un tel hein, parce qu'on a besoin d'une réponse, quoi. On peut peut-être lui envoyer un texto. Maintenant, tu voulais réagir?
Ouais, ben justement, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Nous, c'est pour ça qu'on a mis en place justement pas mal d'automatisation pour essayer de maximiser vraiment toutes les tâches redondantes qui apportent pas de plus-value à l'accompagnement humain des binômes pour Mm. avoir vraiment du temps qui est uniquement dédié à bien identifier les besoins, à bien assurer le suivi. Côté mentor, côté mentoré, pareil, à gagner en efficacité aussi dans les feedbacks vis-à-vis des référents. Donc, pour ça que c'est vraiment, je pense, le meilleur conseil aussi que je puisse donner, c'est sachez vous outiller. Il existe plein de solutions qui sont pas forcément ultra coûteuses, qui vont coûter moins cher que parfois que des ressources humaines et Mm. qui peuvent être vachement pratiques à mettre en place pour pouvoir vraiment gagner un maximum de temps sur voilà tout ce qui peut être chronophage et puis ne serait-ce que voilà Angelina comme moi on travaille avec des volontaires en service civique, il y a du turnover, faut les former, faut les intégrer, voilà on n'attend pas d'eux qu'ils aient des compétences particulières, donc il faut aussi baquer un maximum de choses aussi par rapport à ça, et donc des outils numériques c'est aussi faciliter le travail des volontaires en service civique, les rassurer aussi eux, voilà je sais que moi par exemple le fait qu'il n'ait pas à rédiger des mails, que ces mails partent automatiquement, c'est une source de stress en moins parce que il n'y a pas de risque de pas modifier les noms dans le mail type ou d'oublier la pièce jointe. Toutes ces petites choses, en fait, c'est à la fois du confort pour nos équipes, mais aussi du gain en efficacité et finalement, voilà, ça nous permet aussi de pouvoir augmenter les volumes de personnes accompagnées sans avoir forcément à nous augmenter nos ressources humaines en interne, mais en ayant des outils toujours plus efficaces, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. On a commencé initialement avec absolument rien de numérique. Mm. Ensuite, on s'est dit pourquoi pas mettre en place un système de prise de rendez-vous avec les binômes pour les premières rencontres. Et puis finalement, aujourd'hui, voilà, il y a très peu de choses qui se font à la mano, on va dire, si ce n'est voilà les échanges téléphoniques et les comptes rendus de ces échanges par les équipes, quoi. Mm. Merci Manon de cette précision. Merci beaucoup. En effet, je garde non, en tête les 4 C dont tu parlais. On a parlé aussi d'avoir des outils solides et d'y rester fidèle à ce process-là pour que nos prescripteurs et nos partenaires en général n'aient pas de surprise et que nous, on ne soit pas aussi rattrapés par le temps ou par des contretemps qui peuvent apparaître. On a parlé aussi du lien de confiance. C'était hyper important de développer ce lien de confiance-là parce qu'au final aussi, nos prescripteurs sont des ambassadeurs de la structure. Donc, il faut qu'ils puissent représenter cette association là où ils se trouvent et auprès des jeunes pouvoir, au-delà de la représenter, éveiller l'intérêt auprès de ces jeunes-là. Et aussi, je dirais que vous, en tant que prescripteur, vous allez être aussi témoin de l'impact du mentorat auprès des jeunes, puisque autant la FEV comme la cravate solidaire, il y a des résultats derrière, et donc les prescripteurs qui sont en lien avec ces jeunes-là vont voir aussi l'impact qu'a eu le mentorat au fil du temps. On a aussi parlé de l'organisation pour accorder aussi les emplois du temps dont tu disais, Angelina, donc en lien aussi avec cette anticipation dont Monsieur Potier vous parliez, et finalement aussi être visible là où le jeune est, et garder cette qualité humaine dont vous parliez aussi, Monsieur Potier. Est-ce qu'il y a des questions, Fania, dans le chat? Je... Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, là, intervenir en levant la main. Il y a un petit bouton en bas normalement de votre écran réaction. Et en cliquant dessus, vous pouvez lever la main et ensuite on pourra vous donner la parole directement, si vous êtes plus à l'aise de directement parler à Oui, l'oral. merci. Et n'hésitez pas aussi si vous avez une autre recommandation partenariale ou une autre façon de faire avec vos partenaires, n'hésitez pas à lever la main et à la partager, qu'on puisse aussi évoquer une autre diversité, puisqu'au sein du collectif Mentorat, il y a plus de 70 associations avec des réalités partenariales très différentes. Donc, je vous laisse 30 secondes pour les plus courageux et courageuses, si quelqu'un souhaite partager. Et sinon, moi, j'ai une question, mais j'attends voir si quelqu'un se lance. On a une salle timide. Je vous pose une question aussi par rapport aux réalités territoriales. Je sais que donc Manon et Angelina
Et vous aussi, Monsieur Petit, vous êtes sur une zone précise, mais est-ce que vous avez remarqué des différences auprès de vos partenaires vis-à-vis des différentes réalités territoriales qui peuvent exister? Manon ou Angelina? Alors, moi, pour rebondir là-dessus, en fait, j'ai une double casquette dans le cadre du mentorat au sein de la Créate Solidaire. À la fois, j'ai une casquette donc opérationnelle sur l'Île-de-France, mais j'ai aussi une deuxième casquette d'essaimage au sein de la tête de réseau de l'association. Et c'est vrai que c'est souvent un sujet qui m'est remonté par du coup les autres associations présentes sur d'autres territoires. En fonction des territoires, ça fonctionne plus ou moins bien la complémentarité avec nos partenaires. Il y a parfois des craintes vis-à-vis de certains partenaires, de mise en concurrence, de risque d'empiéter sur le champ d'action des uns et des autres. Je pense notamment à des petits territoires où le tissu associatif il est petit et où tout le monde est amené à se croiser beaucoup. Il peut y avoir voilà ce côté un peu lutte pour une bouchée de pain pour pouvoir obtenir les objectifs vis-à-vis des financeurs, etc. Donc je pense que c'est pour ça que je disais que c'est important vraiment de sonder les partenaires en amont, d'essayer voilà de faire une étude de faisabilité avant de se lancer aussi sur un territoire pour voir si effectivement on a notre place localement. Le risque étant voilà de se confronter à voilà des dynamiques de concurrence, des choses sur lesquelles on n'a pas forcément envie de se retrouver voilà en conflit avec d'autres associations. Et je pense qu'il y a suffisamment de besoins pour pouvoir répondre à toutes les attentes des mentorés un peu partout en France. Mais c'est important voilà de savoir déjà si localement on est attendu, en tout cas si on peut répondre à un besoin localement ou s'il est déjà couvert par d'autres structures et où du coup peut-être se focaliser sur des territoires où ces structures seraient pas présentes plutôt que de rentrer en concurrence, quoi. Une réaction? Oh, pardon. Je compléterai ce que dit Manon par rapport au fait que, en fonction des différents pôles, des différentes villes, les besoins, les quartiers, les enjeux sont différents. Et donc, la façon dont on va adapter le travail l'est aussi sur plein de points. C'est-à-dire que là, j'ai une école primaire, par exemple, qui est à 5 minutes à pied. Si il y a besoin de rencontrer la directrice pour échanger brièvement, ou si l'on souhaite aller à l'entrée de l'école lorsque c'est la sortie pour rencontrer directement les parents, discuter, etc., voire parler du mentorat pour les personnes dont les enfants sont accompagnés, c'est tout à fait faisable. Mais si j'étais dans une ville où l'école serait située à 1 heure de route parce que très mal desservie, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc déjà, voilà, il y a tous ces enjeux-là qui font que le partenariat peut être différent avec nos prescripteurs, prescriptrices. Et il y a aussi une chose qui ne dépend pas forcément de nous, c'est le côté humain. C'est-à-dire qu'on a des partenaires qui peuvent être très engagés, qui peuvent saisir quels sont les enjeux, dans quelle mesure on pourrait répondre à la demande, etc. On en a d'autres pour qui c'est pas forcément le cas. Pour qui l'intérêt du mentorat est peut-être potentiellement réduit, ou tout simplement des partenaires qui n'ont pas envie de travailler avec des associations qui n'y voient pas forcément d'intérêt. Et donc voilà, ça va dépendre également des personnes. Forcément, c'est facilitant d'avoir un ou une partenaire qui est enthousiaste à l'idée de pouvoir mettre en place de nouvelles choses avec ces jeunes, quoi. Et je pense que c'est d'autant plus vrai quand, par exemple, pour la FEV, vous avez des partenariats nationaux que vous devez décliner localement. Et donc là, en plus d'avoir affaire à un partenariat national, il y a aussi affaire à une personne. Et donc parfois, si c'est un partenariat entre guillemets, non, qui est plus imposé, ou en tout cas qui doit être fait parce que nationalement ça a été convenu ainsi, il faut doubler d'efforts et de travail. Mais je pense que l'état d'esprit du prescripteur, comme l'ont dit Manon et Angelina, est fondamental. C'est-à-dire que c'est une posture à avoir, d'accepter que ce soit pas mon jeune, mais que c'est un jeune à qui il faut que je trouve une solution, qu'il soit en scolarité ou en recherche d'un emploi ou d'une alternance. Et je pense que cet état d'esprit, il est fondamental pour accepter déjà la logique de fonctionnement avec une association dans le cadre d'un mentorat. Si on est sur un état d'esprit où c'est mon jeune,
et c'est à moi de trouver une solution absolument pour valoriser mes actions, effectivement, ça peut pas fonctionner. Hmm, Et, et je merci. pense que c'est toute la difficulté de trouver ce bon équilibre. Absolument. Et on a une main levée de Virginie qui souhaite intervenir. Si vous voulez, Virginie, intervenir, c'est le moment. Il nous reste 2 minutes. Peut-être, Virginie, que vous êtes en train de parler, mais que le Ah, micro est coupé. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, problème de micro. OK. Si d'accord. vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre question sur le chat ou votre intervention. Merci Virginie en tout cas de votre volonté, votre souhait de participer malgré les problèmes techniques. Pendant que Virginie écrit, bah, Fania, tu me préviens dès qu'on a le commentaire de Ouais. Virginie et je commence à... Ah, une question pour Monsieur Potier. Très bien. Donc on vous attend. Je commence à conclure et après on prendra votre question. Je vous remercie déjà à vous trois pour vos interventions. Après, juste avant la conclusion, excusez-moi, si il y a des prescripteurs ou des personnes qui veulent effectivement échanger derrière, il n'y a aucun problème. Moi, là, par exemple, j'étais en appui par rapport à une jeune collègue CEJ. J'interviens dans un lycée à Goussainville pour préempter des dispositifs et ainsi de suite. Donc moi, encore une fois, plus on mettra dans la boucle des gens, se lancer, effectivement, c'est pas forcément évident. Je peux le comprendre et l'entendre. Donc je suis à la disposition derrière de toutes celles et de tous ceux qui aimeraient échanger avec moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci, merci. Et Virginie pose sa question. Tous les conseillers chez France Travail travaillent-ils avec le même process que vous, Monsieur Potier? Alors, moi, j'ai un process unique, en fait. Au Euh, regret de plein euh, d'associations. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une expérience en tant que responsable d'équipe. Donc, c'est clair que compte tenu de mon expérience et de mon recul, je dirais, dans ma fonction, ça me permet effectivement voilà, très vite, j'ai eu le souhait et le besoin. Et en même temps, c'est passionnant de découvrir des associations, de découvrir le tissu associatif. Et de partager donc encore une fois mes actions avec des partenaires. C'est naturel. Après, à l'inverse, je peux comprendre qu'un jeune conseiller qui a besoin effectivement déjà de trouver ses appuis, qui a besoin de prouver son professionnalisme auprès de ses N+1, N+2, je comprends que dans un premier temps, le mentorat et l'associatif, ça ne va pas faire partie de ses priorités. Moi, aujourd'hui, ça fait partie intégralement de mon mode de fonctionnement et ça fait partie du plaisir que j'ai quelque part dans mon métier au quotidien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais Merci. justement, juste 2 petites secondes aborder le sujet de France Travail. Je voulais en parler juste avant. Effectivement, moi, si je peux donner un conseil aussi, c'est parfois faire de la prospection par le bas, surtout sur des institutions comme ça qui sont à envergure nationale, mais où finalement tout repose sur l'agent qui est en contact direct avec les bénéficiaires. C'est important, voilà, nous, on a essayé de passer par le haut. On a eu la chance notamment d'accueillir Thibaut Guilluy pour les 10 ans de l'association, etc. Donc on sait qu'on est validé par le Haut de France Travail, mais en réalité, l'orientation, elle peut se faire que par les référents et donc par les agents qui sont en contact direct. Et donc pour ça, je pense que voilà, c'est important aussi de créer du contact avec finalement ceux qui sont en face des publics. Et donc voilà, pour les agences France Travail, c'est vraiment au bon vouloir de chaque conseiller. Donc d'où l'importance aussi de créer du lien personnel justement, d'aller voir au sein des structures pour pouvoir avoir des orientations tout simplement quoi. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois, merci à cette salle virtuelle de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Merci Fania. Vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement sur le site du collectif Mentorat prochainement et je vous propose 2 rendez-vous. Un cette semaine, ce jeudi au CESE pour la soirée autour des pouvoirs du mentorat à ne pas rater. Le lien d'inscription va être mis dans le chat et vous pouvez aussi le retrouver sur le site du collectif Mentorat. Et on vous donne rendez-vous, comme tous les mardis du mois de janvier, le prochain mardi à 11 h pour parler cette fois-ci sur les jeunes
en action vers une gouvernance participative des programmes de mentorat où on va justement réfléchir à comment on inclut ces jeunes au-delà des actions de mentorat qu'on propose déjà. On vous y attend. Donc d'ici là, très bonne semaine à toutes et tous et merci à nouveau pour votre participation.